Trompez-vous devant, s'il vous plaît.
Bien, mes amis, on va peut-être commencer notre réunion, si vous le voulez bien. On avait une soixantaine d'inscrits sur les 130 maires. Nous sommes à peu près une cinquantaine. Là, je vois, donc on va commencer. La salle est un peu trop grande, je le reconnais. Puis, tout le monde ne vient pas, malheureusement, aux réunions compte tenu du trop-plein de réunions que nous avons tous, les territoires, les communes, la métropole, la région et le reste. C'est très compliqué. Bien, moi je suis heureux de vous accueillir car le problème est que la métropole avance, que nous soyons capables ensemble de visualiser sa progression et son action. Et pour ma part, moi j'ai tenu à ce qu'on soit capable, au terme d'un an, à peine un an de travail en commun, dans le cadre de notre gouvernance partagée, dans le cadre des multiples réunions que nous avons eues, j'ai tenu à vous rendre compte de cela aux maires et faire en sorte qu'avec les maires et à travers cette assemblée des maires de la métropole prévue par la loi, au passage, nous puissions fixer les lignes stratégiques de la métropole, lignes d'action stratégiques, et que ce soit vous, les maires, qui, au terme de cette réunion, mais pas seulement de cette réunion, au terme du processus de concertation qu'on va mettre en place à partir d'aujourd'hui dans le cadre de cette Assemblée des maires, que vous puissiez nous indiquer la direction dans laquelle vous, les maires, vous voulez que la métropole agisse et travaille. Nous n'aurions pas pu vous rencontrer avant, parce qu'avant, ce n'aurait pas été crédible. Vous auriez pu nous dire, mais attendons de voir comment vous organisez, comment vous travaillez, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose ? En si peu de temps, c'est vrai que c'est difficile, mais je crois qu'avec la mobilisation de nos équipes de la métropole, qui sont peu nombreuses, 40 personnes, la mobilisation des élus, qui sont de plus en plus nombreux à venir occuper le terrain, nous avons réussi à faire, à l'espace d'un an, la démonstration que la métropole existait, qu'elle était crédible et qu'elle était lisible. Nous nous sentons donc, dans notre logique, parfaitement à même, à partir de ce bilan de 11 mois de travail, de vous dire maintenant, que souhaitez-vous que nous fassions pour fixer les lignes stratégiques de la métropole, car je considère que comme nous sommes une intercommunalité, et nous ne sommes qu'une intercommunalité, de maires qui ont le pouvoir opérationnel sur leur territoire, c'est aux maires qu'il revient de décider ensemble de la manière dont la métropole doit travailler. Et c'est vrai que je souhaiterais, si on est capable de le faire, je ne vais pas vous proposer de faire des commissions de travail au sein de cette Assemblée, parce que c'est assez compliqué déjà au point de vue de l'emploi du temps. On ne va pas compliquer les choses un peu plus. Mais je pense qu'il est important qu'on trouve le moyen, à partir de cette première réunion, de fixer une méthode de travail qui nous permette, à côté du Conseil métropolitain, en tant qu'Assemblée des maires, de justement montrer du doigt, si c'est possible, en les écrivant même, ces perspectives d'avenir, à partir de ce que nous avons fait pendant un an. Le problème est là. Nous avons plusieurs options à proposer. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de donner quelques éléments. Et puis, celles et ceux qui sont autour de la table, enfin des tables, et qui ont accepté de venir avec moi vous parler, pourront utilement compléter. Sur les premiers résultats de la métropole, on a quand même tenu 9 conseils métropolitains, l'espace d'un an. Nous avons réuni 10 fois le bureau. Nous avons réuni les présidents des territoires à 2 reprises. Nous avons réuni les présidents des EPCI limitrophes à la métropole à 2 reprises, les présidents des départements limitrophes à la métropole également, encore il y a 15 jours, et avec les uns comme avec les autres, notamment les EPCI limitrophes et les présidents des départements limitrophes. Nous avons mis en place la construction de protocoles d'accord pour faire en sorte de limiter l'effet de seuil de la métropole et d'éviter que de l'autre côté de la rue, parce que ce n'est pas la métropole, on ne puisse pas faire la même chose qu'à l'intérieur de la métropole.
Ça a été très bien ressenti. Donc vous voyez, on est à l'intérieur, on travaille comme on a pu le faire dans tous les domaines. Je ne vais pas revenir sur tout à l'intérieur de la métropole. Mais on a aussi le souci de limiter l'effet de seuil, parce que pour celles et ceux qui participent au Forum métropolitain ex-Paris Métropole, ils savent très bien que ça a été une demande constante des villes de la deuxième couronne d'être associées aux travaux de la métropole. Alors, sur les premiers résultats dont nous pouvons parler, c'est, avant que vous ne vous appropriez vous-même la métropole en tant que maire, c'est ce qui s'est passé hier avec le concours Inventons la métropole. Parce que moi, je tiens à vous dire un grand merci. Un grand merci. Car les 112 sites n'ont pas pu être mis au concours, bien sûr, parce qu'on aurait complètement absorbé la possibilité des financiers de financer tout cela. Nous avons eu 57 sites qui ont concouru. Et nous avons, je ne vais pas revenir sur le passé, depuis le 10 octobre, lancé, tout le monde était là, et avec l'expérience d'Anne auparavant, Réinventons Paris, on a gagné du temps pour lancer notre concours. Et très sincèrement, le 10 octobre, j'ai commencé à y croire quand on a vu qu'il y avait 1600 personnes qui sont venues, alors qu'on n'attendait que 800. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être marcher. Et là, depuis le 7 février, c'est le 7 février dernier, nous sommes réunis en jury. Il y a eu donc 57 jurys et nous avons travaillé d'une manière intense pendant 100 heures de jury pour pouvoir sélectionner les dossiers les plus à même d'entrer dans la deuxième phase de la compétition. Nous avons reçu 420 dossiers, ce qui est considérable, et nous avons eu 2 sites qui ont été écartés. L'un parce qu'il n'y a pas de projet, je ne citerai pas le nom, et le second parce qu'il y avait des projets et que l'État, c'est Noisy-le-Grand, là je cite le nom, est intervenu d'une manière inappropriée 5 jours avant la réunion du jury pour imposer un quartier de sortie de QPS, ça s'appelle, de quartier de préparation à la sortie du ministère de la Justice en plein milieu du territoire qui était prévu de 3 hectares pour le projet de Noisy-le-Grand, pour lequel il y avait 16 compétiteurs qui avaient travaillé comme des dingues. C'était magnifique. Donc j'ai considéré que c'était tout à fait inacceptable de réagir comme ça. Nous avons retiré le dossier du concours. Pour tous les autres, nous avons, et merci aux maires qui ont joué le jeu et qui nous ont aidés, nous avons retenu 3 dossiers par site, 4 communes pour 4 dossiers, parce que chaque président de jury avait le droit de décider avec son jury dès lors qu'il le faisait voter. Un dossier pour un site pour 5 dossiers, c'est Pleyel, qui est assez complexe. Et puis nous avons décidé pour 3 ou 4 sites, je crois, de réduire à 2 dossiers, parce que décidément les propositions n'étaient pas à la hauteur. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur ce qui s'est passé dans le cadre du concours, du 7 au 28 février. Donc nous sommes réunis 58 fois pendant 100 heures. Merci aux vice-présidents qui ont fait le travail, parce qu'ils étaient assez nombreux à m'avoir accompagné. Les vice-présidents qui ont visité les sites, parce qu'on a quand même travaillé sérieusement. On est allé visiter les sites au mois de juin-juillet dernier, avec des équipes techniciens. Oui, à vélo pour certains. Est ensemble, c'est dans un bus, il faisait 30 degrés, il n'y avait pas de ventilation. Je me souviens, Daniel. Et hein, à Paris, c'était pareil. Hein. Bon. Alors, merci à Éric Césari, merci à Jacques J.P. Martin, Daniel Breuillet, Daniel Guiraud, Patrick Brauzek, Bernard Goduchot, Valérie Meyer-Blimont, et puis à moi-même, si vous le permettez, parce que j'en ai visité aussi. Voilà. Non, je finis par moi-même. Et à partir de là, tous ces vice-présidents qui ont visité les sites faisaient partie automatiquement du jury, avec le préfet ou son représentant, la DRIEA, un représentant de l'Ordre des architectes. Et je signale que grâce au problème que tu avais rencontré, les interrogations des architectes, on a réussi à éviter d'avoir le même problème. Et l'Ordre des architectes se réjouit de la manière dont ça s'est passé. Dans les 420 dossiers, il n'y a pas eu un seul problème de récrimination d'architectes ou de recours envisagés
pour des non-rémunérations de la fameuse esquisse simplifiée. Je ne sais pas si tu te souviens de la discussion. Et merci infiniment à Martin Guépro, je ne sais pas s'il est là, notre directeur du concours, qui a fait un travail extraordinaire. Je termine là-dessus sur les 164 dossiers que nous avons retenus sur les 420. Cela représente 6 milliards, c'est quand même pas rien, 6 milliards 400 millions d'euros d'investissement. Investissement financé, hein. 6 milliards 400 millions d'euros. Ça représente 1 point de PIB en plus pour la métropole, qui représente lui-même 24% du PIB national et 75% du PIB régional. Ça représente 2 600 000 mètres carrés de construction. Enfin, moi, je suis fier de vous donner ces chiffres, parce que pour la France qui attend la reprise de l'activité économique, créer de notre propre initiative 1 point de PIB de plus et 6 milliards 400 millions d'investissements, ça veut dire qu'à la clé, il y aura énormément d'emplois qui vont être créés, plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Alors, ce sont des investissements privés, oui, bien sûr, parce que c'est des dossiers clés en main, tu as raison, qui ont été proposés, avec bien sûr certains dossiers qui ont des équipements publics et qui sont financés, bien sûr, par le système des équipements publics. Voilà, donc maintenant on termine pour ce concours. Les 164 compétiteurs vont rencontrer nos équipes, vont faire le cahier des charges de la deuxième étape avec les maires. Et les dossiers seront déposés en juillet prochain, au plus tard septembre, début septembre. Et j'ai accepté de reporter de 2 mois parce que bon, je comprends qu'il y a beaucoup de boulot, mais je veux vraiment qu'on sorte le plus vite possible de ce concours pour montrer que ces signaux vont sortir du sol et que sur les 58 villes différentes, en même temps, les chantiers vont commencer à émerger. Donc on décidera en septembre des 58 lauréats. Et en même temps, je vous le dis à vous qui êtes les maires, si vous souhaitez, si vous voulez, en même temps, vous pouvez être compétiteur de la deuxième édition. Car comme on a 112 sites, on en a retenu donc une 50aine qu'on n'a pas encore lancée, on discute avec les RATP, la SNCF, l'EPFIF, l'État dans certains cas en tant que tel, pour la maîtrise du foncier. On a des discussions en ce moment très régulières et on espère sortir une 40aine de sites dans ce cadre-là en juin prochain. Donc mi-juin, on va relancer la deuxième session du concours Inventons la métropole. Si vous avez idée, à partir de ce qu'on vient de faire, vous avez qu'à vous donner on vous a envoyé les dossiers, vous verrez que ce que je raconte est vrai et que c'est quand même quelque chose de très enthousiasmant. Si vous avez envie de participer à la deuxième session, aucun problème. Vous prenez contact avec Martin Guépro, notre directeur, et on vous prépare un dossier pour que vous puissiez être en compétition dès lors que vous nous amenez la preuve, soit par conventionnement, soit directement, que la maîtrise du foncier est avérée. Voilà, parce qu'on ne veut pas avoir de soucis ensuite pour la réalisation des dossiers. Et à partir de là, la deuxième édition arrivera donc un peu plus tard au niveau du jury. Voilà la première chose que je voulais vous dire et qui me paraît très importante, parce que ce signal est un signal de mobilisation qui nous permet d'avoir cette fameuse crédibilité que nous souhaitions avoir. Et personne ne peut nier que ce que je raconte est la vérité et que ces 6 milliards vont maintenant devenir des investissements. Qu'est-ce que vous regardez ? Ah, des investissements réels. Alors, sur l'innovation, on a quand même 326 start-up qui se sont engagées dans les 164 dossiers qui restent. Il y a 169 start-up qui sont spécialisées au niveau des incubateurs et des animateurs de tiers-lieux, etc. Il y a 150 associations, 157 associations ou collectifs divers qui ont pris part à ces dossiers, qui ont démontré leur crédibilité financière pour les conduire jusqu'à leur terme. Et sur le plan architectural, je ne sais pas si on vous montre quelques images, c'est pas mal du tout. Il y a 58 de promoteurs indépendants, ou aménageurs indépendants, et 42% de groupes. Et la répartition entre les groupes, vous l'avez reçu, je ne vais pas revenir dessus. Voilà ce que je voulais dire pour ce concours et ce que je voulais vous proposer si vous souhaitez participer à la deuxième étape. Ensuite, on a mis en place sur le plan financier le système du fonds d'investissement métropolitain.
Et nous sommes heureux d'avoir pu engager, et si vous voulez, on pourra discuter tout à l'heure, Catherine Baratiel-Basse pourra utilement compléter ce que je pourrais dire, avec l'équipe qui est une équipe politiquement équilibrée, des présidents de groupe et les vice-présidents thématiques. Nous avons donc fait en sorte de subventionner, passant des subventions, à la suite de 4 réunions du comité du film en 2016, 24 communes pour 31 projets et pour un montant de 6 228 000 euros. Et ceci est acquis. Il y a eu 24 communes et un établissement public territorial, un EPT. Bien, c'était une mise en bouche pour le film. Les conditions financières dans lesquelles nous trouvons, compte tenu des tergiversations du gouvernement dans les lois de finances, nous créent quelques difficultés, autant à nous d'ailleurs qu'aux communes ou qu'aux EPT, vous le savez. Donc le film 2017 sera de 91 millions d'euros. Et nous avons une bonne nouvelle hier par le ministre Baillet. Nous étions à Matignon avec les présidents des métropoles et Baillet m'a annoncé à la sortie qu'il nous donnait 1 million d'euros de plus pour le FSIL. Donc on aura une tranche d'1 million d'euros en 2017 pour le FSIL, qui lui n'est pas plafonné par rapport aux subventions qu'on peut donner. Donc ceux et celles, en tant que maire, qui souhaitent intégrer le film dans les réunions que nous allons avoir, peuvent le faire en nous envoyant les projets, s'il vous plaît, des projets discutés avec nos services et avec la direction qui s'occupe de là. Sérévine Romé est là, avec... il y a Guylain Gomard qui est là aussi. Ce sont les principaux intermédiaires pour vous. Prenez contact avec eux pour que vos dossiers soient présentés conformément aux compétences de la métropole. Parce que, bien entendu, si ce n'est pas conforme aux compétences de la métropole, l'État refusera le contrôle d'égalité, refusera le paiement. Donc, j'ai été obligé d'écarter des subventions pour des communes de maires qui sont des amis des Hauts-de-Seine, d'ailleurs, qui sont en train de discuter entre eux, là-bas au fond, et qui se parlent, voilà, parce que les dossiers n'étaient pas conformes aux compétences, je n'ai pas pu les garder et les prendre. Voilà, donc soyez gentils de demander avant. Nous avons eu une réunion du film avec Gilles Carrez et toute l'équipe il y a quelques jours, et nous avons décidé au cours de cette réunion de 34 projets subventionnés sur 29 communes pour un total de 8 249 000 euros. Vous allez recevoir les lettres dès que le bureau aura validé ça lundi prochain en principe, les lettres qui confirmeront vos subventions. Donc, le droit de tirage est ouvert. Vous pouvez encore déposer des dossiers. Nous allons faire, Denis Badré, qui remplace Gilles Carrez, est là aujourd'hui. On va faire encore combien? 2 réunions du film avant le mois de juillet pour étudier tous ces dossiers. Donc, nous avons le temps encore de vous aider. Et je regarde, je vois qu'il y a 65 projets sur 50 communes différentes et 3 EPT pour le bureau du 6. Donc, il y a encore du grain à moudre. Voilà, ce n'est pas un appel à... Je ne vous demande pas absolument de déposer des dossiers pour toucher des subventions, mais si vous avez besoin de la métropole pour vous aider à finir le financement de certains projets dans le cadre de compétences, vous êtes les bienvenus. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, aujourd'hui, on vous a réunis, en dehors de ces 2 bonnes nouvelles, je pense que vous le prenez comme ça que je suis en train de vous donner, dans le cadre de 2 objectifs. C'est pour ça que nos amis sont réunis autour de la table. Le premier objectif, c'est la mise en place des schémas. Et là, il faut que les maires se mobilisent. Parce que ces schémas que nous allons mettre en place, qui sont au nombre de 3 ou 4 je crois, il y a le PMHH dont vous occupez, messieurs. Il y a le schéma... le SCOT, mais Dallier n'est pas là aujourd'hui. Le SCOT dont Dallier doit s'occuper. Il y a le PCAEM dont M. Guiraud est responsable. Il y a le schéma numérique. C'est Daniel Georges qui ne m'écoute pas, mais ce n'est pas grave. Daniel Georges Courtois est responsable. Tout ceci va être lancé et est déjà lancé au niveau de nos techniciens, avec les élus dont je viens de citer le nom, qui coordonnent leurs travaux. Et c'est sous la direction de Patrice Bécu, qui doit être par là, il est là, que tout ceci se passe, sous l'autorité bienveillante du préfet de Gosse, qui est là aussi, que je tiens à saluer, parce que c'est quand même lui qui mène la danse. Et merci, cher Thomas, pour tout ce que tu fais. L'instruction que nous avons donnée est très claire.
aujourd'hui, on commence à réfléchir à la construction de ces schémas. Demain, ça veut dire dans quelques jours, quand vous serez prêts, on commencera à faire les premières réunions de construction des schémas. Et là, il y a pour nous une obligation d'aller vite. Pourquoi ? Parce qu'au terme de ces schémas, lorsque vous les aurez en conseil métropolitain approuvé, ils deviendront opérationnels. C'est-à-dire qu'ils nous donneront à la métropole le pouvoir de prendre des décisions dans le cadre de ces schémas. M. Guiraud, je ne me trompe pas pour le PCAM. Et des décisions même contraignantes, comme un maire peut prendre des décisions contraignantes dans sa commune. C'est-à-dire qu'on aura le droit de décider, ce qui est extraordinaire, dans les différents domaines. Je ne parle pas pour le PMHH, parce que là, c'est énorme, le droit que nous aurons. Alors, une minute là-dessus, à moins que tu en parles de la loi, de l'application de la loi, du report 2018, tu en parleras ? D'accord. Voilà, donc ce que je souhaite, c'est que le PMHH, qui doit être terminé normalement avant fin 2018, soit terminé le plus tôt possible. On a pris du temps avec un amendement qui a été déposé pour gagner 1 an de plus. C'est moi qui l'ai déposé avec le Bouillonnec, ça s'est très bien passé. Mais le problème, c'est que l'équipe avec Séverine Maroun, qui n'est pas là, et Michel Leprêtre, qui la complète, cette équipe va avoir à travailler sans arrêt avec nos techniciens et avec l'ensemble des villes, et notamment la ville de Paris. Donc il y a un problème de connexion de nos équipes techniques. Il y a quand même 131 villes, et quelle que soit leur qualité, j'imagine qu'elles sont immenses puisqu'ils sont là, elles vont avoir ensemble un travail colossal à réaliser en l'espace d'1 an et demi. Donc il faut les aider. Et il faut que des commissions, et c'est J.P. Martin travaille dessus au niveau des groupes de travail, il va en parler, qu'il a mis en place, qui vont travailler dans 2 domaines, autant pour les schémas que pour le deuxième point pour lequel je souhaite avoir aussi votre avis. Pour les schémas, bien sûr, vos avis en permanence en construction. Hein. Là, je vous fixe les délais. Mais le deuxième point, c'est l'intérêt métropolitain. Après, j'arrête. Parce que, 1, nous devons mettre en place nos schémas. 2, lorsqu'ils sont votés, ils sont opérationnels. Et nous sommes dans l'action et nous prenons des décisions pour les 7 millions d'habitants. C'est considérable. 2, l'intérêt métropolitain. L'intérêt métropolitain, ça se passe de 2 manières. C'est ou nous qui décidons, c'est ça ? Voilà, d'en haut, c'est-à-dire le conseil métropolitain. Moi, je souhaite que ce soit l'Assemblée des maires qui se mette d'accord d'abord là-dessus pour ensuite aller avec le bureau devant le conseil métropolitain. Et ou c'est nous qui décidons et on impose, ou c'est vous qui construisez avec nous d'en bas, ce que je préfère, et on construit. Moi, je ne souhaite pas que nous soyons une métropole qui impose. Je souhaite que nous soyons une métropole où les maires, dans l'intercommunalité qui est la nôtre, ensemble, autour de la table, même si c'est difficile de se retrouver très régulièrement, comme une coopérative de ville. Je reprends des propos qui ont été tenus dans Paris Métropole, et j'y souscris tout à fait, construisent ensemble, solidairement, sans regarder les couleurs politiques des uns et des autres, parce qu'on est dans la construction, dans l'intérêt général. On a parfaitement réussi à le faire jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas. Construisent ensemble cet intérêt métropolitain. Parce que ça, c'est essentiel. L'intérêt métropolitain, une fois qu'il est décidé, c'est la métropole qui gère, ou ce sont éventuellement les territoires ou les communes. Et après, ça s'impose. Voilà. Donc, on a plusieurs domaines pour lesquels je souhaite que l'on réfléchisse. On n'est pas obligé de le faire en 6 mois, mais j'aimerais qu'on montre quelques exemples au niveau de l'intérêt métropolitain le plus rapidement possible. Alors, la commission de J.P. Martin a créé... Tu parleras, je vais vous passer la parole, puis les groupes de travail, parce que c'est important qu'ils nous montrent le chemin. Sur les thématiques des intérêts métropolitains, c'est à vous de décider. Nous, on a quelques idées, mais des idées qui sont liées à des discussions qu'on a eues, notamment avec Anne Hidalgo pour la ZAC de la future piscine des Jeux Olympiques de Saint-Denis. Parce qu'on a discuté ensemble de cette ZAC, et puis ensemble on se dit, tiens, c'est peut-être la métropole qui doit la gérer, pourquoi pas ? Mais c'est une discussion entre la maire de Paris, qui est propriétaire des terrains, et puis le président de la métropole. Mais ce n'est pas une volonté commune. Moi, je souhaite que ça soit une volonté commune. Et je suis tout à fait d'accord pour que la métropole considère que cette ZAC est d'intérêt métropolitain, bien sûr. On va déterminer la superficie, et ça sera peut-être le premier exemple pour lequel je vous demanderai de voter, pour montrer qu'on est capable de le faire et qu'on est capable de commencer à travailler dans un sérieux de production et de gestion, et non pas simplement de leviers de financement ou d'idées comme le concours Inventons la métropole. Donc il y a un calendrier à mettre en place.
on va en discuter. Il y a de votre part des idées à nous donner. Nous n'avons pas la science infuse au bureau. Moi, je ne sais pas si, dans telle ou telle partie du territoire de la métropole, je suis capable, en tout cas tout seul et certainement pas capable, de décider qu'il faut prendre la ZAC de Rueil-Malmaison, dite ZAC de l'Arsenal, et de la hisser au niveau de la métropole. Peut-être que le maire de Rueil ne sera pas d'accord, alors que la métropole a le droit de le décider. Bon. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une réflexion, que vous commenciez vous-même à travailler là-dessus, pour qu'ensuite on fasse ce que vous souhaitez. Je dis bien ce que vous souhaitez. Voilà. Sur le plan du travail de l'intérêt métropolitain, on va construire le socle commun, définition des périmètres, composantes des compétences partagées, la connaissance des projets, des actions des communes et des territoires, définition des critères. Ça, c'est jusqu'à fin avril. Et on va prendre contact avec vous dans ce thème-là. Je vais vous envoyer après une note de procédure la semaine prochaine pour que tout ce que je dis soit repris et que vous puissiez réfléchir les uns et les autres par rapport à ce document. Mais je vous donne les phases. La deuxième phase, première approche de la définition de l'intérêt métropolitain, c'est mai-juillet. Alors je sais, il y a les présidentielles, il y a les législatives, mais il y a aussi l'intérêt de nos communes et le travail. Entre mai et juillet, il y a peut-être un peu de travail à faire aussi. Là, il y aura l'identification des premières listes d'actions et de projets qui pourraient relever de l'intérêt métropolitain, la définition des modes d'intervention en subsidiarité et des possibilités de contractualisation qu'on doit imaginer tous ensemble. C'est colossal comme travail. Et l'étude sur les modalités pratiques des transferts de compétences. Et enfin, la troisième phase, moi je souhaiterais que cette phase s'achève en octobre prochain, en tout état de cause avant la fin de l'année, mais en octobre prochain c'est mieux. La finalisation et la préparation des transferts de compétences, c'est ambitieux, mais c'est possible comme calendrier, octobre prochain. Formalisation de la définition de l'intérêt métropolitain par compétences, les délibérations en conseil métropolitain, proposition d'une contractualisation pour la mise en œuvre de certaines compétences, donc du concret, et peut-être déjà notre ZAC, Anne, à titre d'exemple, par exemple, et la préparation de la mise en œuvre opérationnelle des transferts de compétences. Donc, sans attendre, la métropole a déjà réfléchi à tout cela, c'est-à-dire nos services, et on est prêt à ouvrir la discussion avec vous. J'en termine avec une autre idée que nous avons. Je ne sais pas comment elle va mettre en place, mais je souhaiterais qu'ensemble, on lance un programme, allez, on l'appelle le FIMAC, si vous voulez bien, Fonds d'intervention métropolitain pour l'action commerciale, par exemple. C'est-à-dire qu'on mette en place un programme d'aide à la réhabilitation des centres-villes dégradés. Parce que nous, les maires, alors je ne parle pas de Paris qui n'a pas ce problème, sauf dans quelques quartiers périphériques peut-être, la loi dite, pardonnez-moi ma prétention, loi Ollier sur la préemption des baux commerciaux, est utilisée, oui, mais c'est la vérité. Brotte l'a modifié, il a bien eu raison. Avec les Corses. Mais justement, la métropole va aider. Donc, cette loi permet de préempter les baux commerciaux. Cette loi, je l'ai fait voter pour empêcher que les surfaces fermées, banques, agences immobilières ou d'assurance remplacent les commerces de bouche. Donc, on préempte au prix du marché et on a 2 ans maintenant pour revendre un commerçant de son choix. Si au bout de 2 ans, on n'y arrive pas, on la remet sur le marché. Et puis, alors dans ce cas-là, il y a une agence d'assurance immobilière qui vient. La métropole peut, dans ce cadre-là, moi j'ai sauvé, et ce n'est pas une blague, vous venez à Rueil-Malmaison, à centre-ville, j'ai sauvé entre 60 et 65 commerces, je ne sais pas exactement, autour de l'église et de la place du marché à Rueil. D'autres copains l'ont fait dans leur commune, ça s'est très bien passé. Justement, la métropole peut vous aider. Et justement, si la métropole peut imaginer un plan d'action pour la réhabilitation des centres-villes dégradés, on peut travailler un peu sur l'aménagement. La région a aussi des subventions. On peut faire converger nos subventions avec la région. Ça serait formidable. Et puis, on peut aider à raison de 25% par exemple, voire dans quel cas, pour les communes les plus pauvres, 50% si c'est possible, ou moins pour les communes les plus riches, à 20%. On va en discuter de tout ça. Et la subvention que la métropole donnera permettra de préempter et d'acheter ce fonds de commerce pour que vous installiez un boucher, un charcutier, un fruit primeur, plutôt que d'avoir une agence de banque. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, les maires. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être immédiatement lisible et dans la réhabilitation de nos centres-villes, et immédiatement accessible à tous.
Voilà, c'est une idée que nous avons eue, je vous la propose. Et dans ce cas-là, si vous êtes d'accord, on pourra mettre en place une équipe de travail, appelez ça comme vous voulez, une commission, pour serrer les problèmes, savoir qui est candidat, dans quelles conditions, et à partir des maires qui seront candidats, qui voudront essuyer les plâtres, eh bien on lancera l'action. Voilà. Moi, je suis en pragmatique. Hein. On a des idées, on essaie de les mettre en place. Ça marche, on avance. Ça ne marche pas, on renonce, puis on fait autre chose. L'essentiel, c'est que la métropole bouge. Le dernier point, c'est le schéma de logistique métropolitaine. Je pense que ça doit vous intéresser, les maires, que de mettre en place un schéma de logistique métropolitaine. Parce que tout ce que j'entends dans les déplacements dans les différentes communes, la plupart du temps, j'entends parler de la logistique et des problèmes énormes qui sont posés. On a Patrick Brauzek qui est chargé de cela et Jean-Michel Genestier a accepté, je ne sais pas s'il est là, Jean-Michel. Tu es là? Ah, tu es au fond. Jean-Michel qui est là, donc a accepté de s'en occuper aussi. Et là, il s'agit de favoriser le parcours immobilier des startups. Et il s'agit également de mettre en place tout un système qui devra fonctionner et qui évitera, dès lors qu'on aura un schéma de logistique métropolitain, ça serait fabuleux, qu'on arrive à créer un schéma métropolitain de logistique, pardon, c'est l'inverse. Et à ce moment-là, on permettrait aux maires, à partir de ce schéma, de concevoir des évolutions de leur ville en gérant ce problème de logistique, parce que je vois, moi j'ai Rueil-Malmaison à côté de Nanterre, on a le port de Nanterre, on a d'énormes problèmes logistiques entre la voie ferrée, le port, etc. Et on ne sait pas comment le faire parce qu'on en discute très peu ensemble. Et j'espère qu'on va y arriver. Avec Suresnes, ce n'est pas le même problème. Hein, voilà. Oui, mais il n'y a pas le même problème de port. Voilà en gros les grandes thématiques que je souhaitais qu'on aborde aujourd'hui. Et à partir des questions, peut-être que ceux qui sont autour de la table pourront à ce moment-là prendre le micro et répondre aux questions que vous voudrez poser, sauf si vous ne voulez pas poser de questions tout de suite. Dans ce cas-là, je leur passe la parole pour qu'ils développent ce que je viens de dire. On continue? Bon, qui c'est qui commence parmi vous? Bon, PMHH. Bon, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, puisque à quelques exceptions près notables, comme Jacques Kosowski, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, déjà conseiller métropolitain et donc tout à fait au fait de ce dossier. Comme l'a rappelé Patrick à l'instant, la loi prévoyait que la métropole devienne compétente pour ce qui concerne l'habitat et l'hébergement. Grâce aux amendements qu'il a pu faire passer, la date a été repoussée au 31 décembre 2018, c'est-à-dire au 1er janvier 2019. Et donc nous avons plus qu'un an et demi, presque 2 ans devant nous pour élaborer ce PMHH, ce plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Alors, pour une fois, je vais être assez positif sur l'utilité de la construction métropolitaine. Contrairement à ce qui se passe à l'échelle régionale, ce n'est pas l'État qui décide. Le SRHH, qui est élaboré pour l'ensemble de la région, est en réalité un acte qui émane de l'État, du représentant de l'État à l'échelle de la région, c'est-à-dire du préfet de région. Certes, après avoir consulté la région, après avoir consulté les départements, les communes, etc., mais pour autant, c'est l'État qui décide. Et là, on est plutôt dans une démarche plus décentralisatrice, puisque ce PMHH sera une œuvre de la métropole, c'est-à-dire d'une intercommunalité. Et donc, nous n'avons pas vocation à imposer quoi que ce soit aux maires, puisque nous sommes les maires. Et donc l'élaboration du PMHH consistera essentiellement à faire un travail de broderie artistique ou de patchwork pour coudre ensemble les différents PLH là où ils existent, les projets de PLH là où ils sont suffisamment avancés, les PLH éventuellement retoqués par le CRHH, c'est-à-dire le comité régional, je ne sais pas si on dit comité ou commission, enfin régional de l'habitat et de l'hébergement. Et puis, là où il n'existe ni PLH, ni projet de PLH, ni PLH retoqué, les orientations en matière de logement qui sont déjà incluses dans les PLU existants. Donc, ce travail de récolement, c'est
tout le gros travail qui va être, qui a commencé d'ailleurs déjà et qui va se poursuivre jusqu'à ce qu'on puisse avoir un schéma qui couvre l'ensemble du territoire métropolitain. Là où nous aurons besoin de solliciter l'ensemble d'entre nous pour que nous ayons une prise de conscience de ce que nous devons partager, c'est sur l'hébergement, où là, il est absolument indispensable que nous ayons tous une attitude positive, proactive, pour faire en sorte que les structures d'hébergement à l'échelle de la métropole soient réparties le plus équitablement possible. Il existe des structures d'hébergement actuellement, dont certaines très anciennes, certaines datent du 19e siècle, et qui avaient été décidées lorsqu'elles ont été créées par l'État souverain, bien avant qu'on imagine même penser à une quelconque décentralisation. Et donc, notre objectif à nous, c'est peut-être entre nous, en accord entre nous, en négociation entre nous, que nous parvenions à avoir une répartition plus équitable, plus harmonieuse de ces structures d'hébergement pour éviter d'avoir des zones de relégation, comme c'est aujourd'hui le cas. Je pense notamment à notre voisin commun, notre voisine commune, la ville de Nanterre, Patrick, où il y a le cache de Nanterre, qui est à la limite entre Nanterre et Colombes, et tout le quartier du Petit Nanterre et du Petit Colombes subit le contre-coup de cette présence très massive, avec notamment pour ce qui concerne l'hébergement de jour, le fait que ces populations, pour la plupart, pour beaucoup d'entre elles très marginalisées, se retrouvent mises à la rue le matin et hantent ces quartiers de Nanterre et de Colombes. C'est très difficile à vivre pour tout le monde et même pour les intéressés, puisque on sait tous que lorsqu'il y a des SDF à qui on propose de rejoindre le cache de Nanterre, quelquefois ils préfèrent rester dans le froid à grelotter plutôt que d'aller là-bas. Bon, donc essayons de mettre ensemble tous nos efforts, toute notre bonne volonté pour avoir une meilleure répartition des structures d'hébergement. Et je pense à toutes les structures d'hébergement, c'est-à-dire l'hébergement de jour, mais aussi l'hébergement quasi hôtelier, les structures d'hébergement généralistes, mais aussi celles qui concernent des cibles plus précises. Je pense en particulier aux structures d'hébergement gérées par des associations chargées d'accueillir et d'accompagner les femmes victimes de violences, ou encore des structures d'hébergement aussi pour les sans domicile fixe pendant toute la période hivernale. Enfin voilà, il y a les pensions de famille, enfin il y a différentes structures d'hébergement qui sont nécessaires sur le territoire de notre métropole. Essayons de faire preuve là d'un esprit de solidarité et d'équité. Voilà. C'est là-dessus que je vous lance un petit appel. Sur le reste, sur l'habitat, pour de bon, on n'a pas vocation à faire des leçons à qui que ce soit. Bon, il y a la loi SRU qui s'applique, donc il va falloir là aussi qu'on prenne ça en compte, mais ça s'applique de toutes les manières, qu'on fasse un PMHH ou pas. Et donc sur les perspectives qui seront inscrites dans le PMHH, seront prises en compte aussi les efforts de rattrapage qui sont nécessaires là où le taux prévu par la loi SRU n'est pas encore atteint. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce niveau-là. Simplement, on aura besoin que chacun d'entre nous, nous mobilisions nos services pour faire remonter au personnel d'encadrement de la métropole tous les éléments permettant d'élaborer ce travail de patchwork que j'évoquais tout à l'heure. Merci. Oui, enfin, l'intérêt, il y a une deadline. Là, vous avez le graphique, on s'approche de la date limite pour l'adoption, parce qu'il y a effectivement un travail de recollement, mais il y a aussi un travail d'orientation et de réflexion. Moi, je partage ce qui vient d'être dit par Christian sur l'hébergement. Sur l'habitat, il y a évidemment un vrai enjeu. C'est vrai que les PLH, ils n'existent pas partout. Il y a un certain nombre qui n'ont pas été adoptés, même si ça sera pour nous tous une base de travail. Il y a les situations des territoires qui sont quand même très différentes. Il y en a qui ont déjà travaillé ensemble et ont eu une réflexion sur une échelle plus grande. Il y a aussi des villes qui sont restées sur des réflexions à des échelles monocommunales. Je crois quand même qu'il y a
une ambition commune d'agrandir l'échelle, celle des territoires, celle de la métropole. Et ça doit nous permettre, comme ça a été dit, au-delà de respecter la loi SRU, de se donner une ambition, de prendre en compte pour la métropole la question de l'habitat. Enfin, il y a une évidence, je crois que tout le monde la partage, c'est le besoin de construire du logement et un logement de qualité partout. Et qui soit social, privé, en accession sociale à la propriété. Enfin, la pluralité de l'offre elle correspond à la pluralité des parcours intermédiaires, à la pluralité des parcours résidentiels. Donc il faut que ce plan prenne en compte la réalité de nos territoires, évidemment, les contraintes des uns et des autres en termes de foncier, etc. Mais aussi qu'on essaye, à travers cette échelle plus grande, d'avoir une réflexion commune. Après, et on n'a pas parlé de Patrick Jarry, parce qu'il y a aussi Patrick Jarry qui préside la commission logement et qui participe avec nous à ce travail. Et c'est à travers la commission logement, d'ailleurs, qu'on va alimenter la réflexion. Et puis, on n'a pas encore vu, mais... Voilà, c'est les mêmes personnes, hein, le conseil métropolitain, les maires, la commission logement, enfin tout ça, il faut qu'on s'organise pour ne pas revenir vers vous trop tard, mais bien être dans des allers-retours pour qu'on ne se retrouve pas à un moment dans une situation de blocage. Merci à tous les deux. Mais on vous fait confiance avec Maroun et le prêtre qui ne sont pas là pour monter cette opération. Dans le cadre du travail qui est réalisé, on a aussi eu une interrogation, je préfère répondre tout de suite, avec le conseil régional qui a fait un vote qui pose problème au maire. Donc ça n'a pas été évoqué, mais je préfère éviter les questions et répondre tout de suite. Voilà. Le conseil régional a voté le retrait de 30 millions d'euros de dotation pour le logement dans l'aire métropolitaine en disant la métropole est compétente depuis le 1er janvier 2017 et c'est elle qui doit payer. Ce raisonnement pourrait être valable si c'était vrai. Le problème, c'est vrai que quand on lit la loi, on a la compétence depuis le 1er janvier 2017, quand on la survole, la loi. Mais quand on la lit dans le détail, on a la compétence de planification depuis le 1er janvier 2017. Et c'est pour ça que j'ai fait voter un amendement à l'Assemblée nationale, que la gauche a accepté d'ailleurs, pour repousser la fin de la mise en place du PMHH qui devait se terminer en fin 2017, décembre 2017, repousser cette création au plus tard au 31 décembre 2018. Si l'équipe, avec vous, arrive à faire le PMHH avant la fin de l'année, c'est du bonheur. Bon, 131 villes, c'est impossible. Donc on a jusqu'à fin 2018. Et si on fait le PMHH en juillet 2018, on le votera et à ce moment-là, ça sera opérationnel immédiatement. Mais on a jusqu'au 31 janvier 2018, donc 31 décembre, donc 1er janvier 2019. Mais aussi toutes les implications que ça entraîne, la possibilité d'avoir la délégation des aides à la pierre. Oui. Donc, ça c'est la première compétence, la planification. Lorsque cette compétence de planification est achevée, c'est-à-dire lorsque l'équipe aura réussi à construire le PMHH, lorsque le conseil métropolitain l'aura voté, à ce moment-là, nous détenons, à partir de ce moment-là, seulement ce moment-là, la deuxième partie de la compétence logement, c'est-à-dire la compétence opérationnelle. Je te repasse la parole avec tout ce que ça comporte. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, nous aurons la compétence opérationnelle pour valider les programmes, notamment de logements sociaux, et les financer et d'obtenir de l'État la délégation des aides à la pierre. Ça, c'est pas automatique, mais on a cette possibilité. Et même également la délégation des contingents préfectoraux pour les attributions. Donc ça, c'est quand même des éléments forts, importants, et qui devraient nous inciter à être tous le plus proactif possible et le plus rapide possible pour qu'on puisse mettre en œuvre cette compétence métropolitaine le plus tôt possible. Surtout si la région ne revient pas sur sa méprise, quoi. Parce que là, il y a eu une méprise. Je crois qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils supprimaient les crédits au moment, bien avant qu'on puisse, nous, les suppléer, quoi. Je pense qu'ils n'ont pas lu suffisamment la loi, mais le contrôle de légalité a fait des observations très précises là-dessus. Moi, je fais confiance au conseil régional et à Valérie Pécresse pour résoudre le problème. Le contrôle de légalité pour rien y faire, c'est pas une compétence obligatoire. Si, au titre de l'égalité entre les citoyens, entre l'égalité. Voilà.
À partir du moment où la compétence est exercée, lorsqu'on retire une partie des crédits, cela crée une différence d'égalité entre les citoyens. Et à partir de là, ça devient très compliqué. Enfin, ce n'est pas notre problème. C'est l'affaire du contrôle de l'égalité de la région. Et je pense que la région aura à cœur de rattraper ça. Nous, lorsqu'on sera compétent, on fera notre boulot. Et lorsqu'on aura la compétence opérationnelle, on paiera, il n'y a pas de souci. Mais jusque-là, on ne peut rien faire de plus. Voilà pour le PMHH, donc au boulot. On parle du PCAM, Daniel? Puis après l'intérêt métropolitain? Vous voulez descendre? Ah bon. Pardon? J'ai levé la main. Qui c'est qui pose la question? Ah, Madame Guetta. Il n'y a pas un troisième micro? On est chiche. Ben, elle n'a pas vu, la petite. Oui, moi je voulais poser une question sur le PMHH, puisque les PLH, ils ont été faits il y a quelques années, dans certaines conditions. Aujourd'hui, le logement social n'est pas financé de la même façon qu'au moment où on a fait le PLH. Donc l'État ne finance plus certains logements sociaux, tels que le PLU. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut revenir sur nos PLH, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que on se trouve dans des difficultés. Et là, Alors, j'ai cru comprendre, ce serait la métropole qui remplacerait l'État pour nous financer. La métropole remplacerait l'État si l'État nous donne la délégation des aides à la pierre comme la loi le permet. Voilà. Et par ailleurs, les PLH, on n'est pas obligé de les prendre tels quels. Allô. S'il y a eu des évolutions depuis le moment où ils ont été adoptés, il faudra qu'on les prenne en compte dans l'élaboration du PMHH. C'est pour ça que je parlais à la fois de patchwork et de broderie, ou de raccommodage, parce que non seulement on va coller ensemble l'ensemble des PLH existants, ou des projets de PLH, ou des PLH retoqués, ou des orientations des PLU, mais si les maires concernés veulent modifier le contenu de ce qui était dans les documents existants antérieurement, évidemment, ces modifications devront être prises en compte dans l'élaboration du PMHH. Alors, le PLUI, ça c'est autre chose, ça c'est à l'échelle de l'EPT. Oui. Si on touche au PLH, Oui. Oui. ça entraînera une modification du PLU. Donc on partira obligatoirement dans un PLUI. Non, mais le PLUI, de toute façon, il faut le mettre en place, qu'il y ait modification ou pas. À partir du moment où C'est le PMHH qui doit tenir compte des PLU existants aussi. Que ce soit des PLU qui soient encore municipaux ou des PLUI territoriaux. Mais enfin voilà, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Mais en revanche, si sur les orientations des PLH déjà approuvées, les maires, les équipes municipales souhaitent apporter des modifications, il faut évidemment qu'ils le fassent savoir pour que ce soit pris en compte dans l'élaboration du PMHH. Encore une fois, la métropole n'est pas composée de gens schizophrènes. On est tous à la fois maires et membres de la métropole. Donc on ne va pas se tirer des balles dans le pied. L'objectif, c'est de faire en sorte que les intérêts qui sont les nôtres, les choix qui sont les nôtres, soient intégralement pris en compte dans l'élaboration du PMHH. Et vous y veillerez. Alors maintenant, on va passer au... Oui, Françoise? Oui, Patrick, pardon, j'ai une petite question subsidiaire pour les aires de grand passage, parce que je pense que ça fait partie de la politique de l'hébergement. Donc le Val-de-Marne, le département a choisi donc de désigner une aire de grand passage chez nous, et l'ensemble de cette organisation est resté un petit peu flou. Pour autant que je sache, en se disant on va attendre de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est la métropole? Est-ce que ça redescend au territoire? Est-ce que c'est qui, quoi ou qu'est-ce? Et donc j'aimerais savoir un peu Justement, comment ça va c'est se ce qu'il passer. va falloir qu'on fasse ensemble. Mais alors, est-ce qu'on doit attendre 2 ans, du coup, pour que ça se Normalement, décide? non. Enfin, le préfet de Gauss a déjà commencé à répondre à ces questions. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté sur la question des gens du voyage. La responsabilité des plans départementaux reste départementaux en l'état. Donc le travail doit continuer à l'échelle actuelle. Ensuite, je ne sais pas si ça y est dans ce document. Voilà, ça sera intégré dans le PMHH, mais on n'a pas la responsabilité de l'établissement du plan départemental. Aujourd'hui, la situation est toujours la même.
Mais on n'est pas sur le plan, nous, on est sur l'installation, je dirais. Mais elle a été Concrètement, décidée, l'installation? Bah oui. Alors, elle doit se faire. L'installation, c'est le plan. Nous avons dans notre communauté, ex-communauté de communes, une aire de gens de voyage à Nanterre. Elle va se faire et on discute en ce moment Oui. de la manière dont on va la financer. Et ensuite, le PMHH la prendra en compte dans Et, dans le et les PMHH. territoires doivent participer, en fonction du plan, au financement. Qu'il n'y ait pas de méprise. L'élaboration du PMHH ne bloque absolument rien. On ne va pas arrêter les permis de construire pour les logements sociaux sous prétexte qu'on n'a pas encore approuvé le PMHH. Tout se poursuit dans l'attente du PMHH. Une fois qu'on aura le PMHH, à ce moment-là, les programmes s'intégreront à ce qui est prévu dans ce schéma métropolitain. Mais évidemment, la période d'élaboration ne bloque absolument rien et tout ce qui était déjà lancé peut aller à son terme. Et même ce qui n'était pas encore lancé peut se négocier et aboutir pendant la préparation du PMHH. Voilà. Ça ne bloque absolument rien. Je fais des signes à M. Pemsek pour lui dire que le bureau votera une bonne nouvelle pour lui lundi, comme il l'avait demandé. Voilà. Merci d'être venu. Ça mérite X milliers d'euros. Bon, est-ce que... Maintenant, je voudrais qu'on passe au PCAEM. Non, tous ceux qui sont venus reçoivent les chèques à la sortie. Le PCAEM, monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le Président, qui a tout à l'heure listé de façon quasi exhaustive tous les schémas que la loi nous oblige à réaliser. Il a juste omis un, c'est le schéma directeur de production et distribution des réseaux d'énergie. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors rapidement, sur le plan climat, air, énergie métropolitain, nous savons qu'il ne s'agit que de la transcription territoriale de la transition énergétique à l'échelle de la métropole et des 12 établissements publics territoriaux. Je veux dire que c'est une compétence qui est partagée parce que nous sommes plusieurs vice-présidents, dont plusieurs sont dans cette salle, qui sommes attelés à cette tâche. Et c'est un schéma qui avance pas de façon spectaculaire, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus médiatique, mais il avance de façon tout à fait raisonnable et nous parviendrons à le livrer dans les délais impartis, c'est-à-dire d'ici la fin de cette année. Je rappelle très brièvement que la feuille de route procède tout à la fois du schéma régional énergie de 2012, de la loi de transition énergétique croissance verte d'août 2015 et de la résolution finale de la COP 21 au Bourget le 13 décembre, si je me souviens bien, 2015. Vous dire que nous avons un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est en cours de passation, que nous travaillons politiquement avec plusieurs élus, mais également avec tous les techniciens, les directeurs généraux des services des établissements publics territoriaux et bien évidemment le staff administratif de la métropole du Grand Paris, piloté par le préfet de Gosse, et je les remercie tous pour la qualité du travail qui est accompli. Alors, sur ce schéma, il y a un diagnostic, il y a une stratégie territoriale, un plan d'action, et ensuite il faudra mettre en place aussi un dispositif d'évaluation en continu, parce qu'on ne peut pas fonctionner si on n'arrive pas à évaluer au fur et à mesure les résultats obtenus. Ce schéma se prendra, ce schéma se prendra sous forme d'un livrable à 2 entrées. D'une part, le tronc commun métropolitain et également, en même temps, le deuxième étage à fusée, la déclinaison territoriale, territoire par territoire pour chacun des 12 établissements publics territoriaux. J'ajoute qu'on ne partait pas tous, ce sera même une ligne de départ au niveau des territoires. Certains territoires, Paris est un territoire, Pleine Commune, Est Ensemble, Grand Paris Seine-Ouest, avaient déjà quasi finalisé un plan climat air énergie métropolitain, ce qui n'est pas le cas des autres territoires, notamment ceux qui sont composés ex nihilo, qui n'étaient pas en intercommunauté au préalable. Et de tout ça, nous sommes bien conscients. Et le travail qui est fait au niveau notamment technique consiste à aider les territoires qui partent plus tard que les autres, de ce point de vue, à pouvoir rattraper ce retard en profitant de l'expérience de ceux qui ont déjà élaboré quelque chose. Voilà, donc ça va nous permettre de donner un PCAEM qui sera prochainement, en termes de pré-diagnostic, examiné par le bureau, par la commission environnement présidée par Robert Reda, ici présent, 5e rang, dernier siège à gauche ou à droite, ça dépend de quel côté on regarde. À gauche, ça va le changer beaucoup, ça. Ça va même le traumatiser, si vous voulez. Ça passera ensuite en bureau. Et je crois que c'est le 31 mars que nous avons un conseil de la métropole.
et le Conseil aura à connaître du prédiagnostic. Un mot sur le schéma directeur de production-distribution des réseaux d'énergie. Demain, nous avons une réunion avec tous les présidents des syndicats techniques. Nous sommes partis sur le lancement de ce schéma. La deadline, ce n'est pas le 31/12/2017, mais c'est 2018. Et là encore, je pense que nous arriverons à produire un travail de qualité. J'ajoute, et j'en terminerai là-dessus, qu'on ne fait pas que ça sur le champ du climat, de l'air, de l'énergie. C'est que nous participons à un certain nombre d'opérations. Je pense par exemple à l'appel à projet Ville respirable en 5 ans, auquel nous sommes lauréats, et également toute une série d'initiatives en lien avec, par exemple avec le C40 et la délégation d'Anne Hidalgo au niveau international avec Cities for Air et le travail sur les grandes métropoles et sur la résilience dans les grandes métropoles inclusives, innovantes. Et de ce point de vue, je crois qu'on a pas mal travaillé. On travaille également sur le PPA, le plan de protection de l'atmosphère, avec l'État et avec les collectivités. Et enfin, le dispositif Métropole roule propre pour permettre à des propriétaires de véhicules polluants qui n'ont pas les moyens de pouvoir en changer. Et à chaque réunion de bureau, la prochaine en sera un autre exemple, il y a un certain nombre de dossiers qui sont validés ou pas, mais après, on propose en principe des dossiers qui sont expertisés et validables. Voilà un petit peu pour faire le bilan de ce travail. Je répète, c'est un travail partenarial, c'est moi qui rapporte sur ce point, mais d'autres vice-présidents, j'en vois dans la salle, auraient très bien pu parler en même temps que moi. Merci. J'ajoute sur ce plan-là que, comme je vous l'ai dit, je le répète, on va vous envoyer des fiches de procédure sur l'ensemble des différents sujets évoqués, de telle sorte que vous puissiez nous faire part de vos retours, en réfléchissant avec vos conseils municipaux si nécessaire, bien sûr, et vos services techniques, pour nous faire retour de vos propositions. Car je présume que dans tout cela, vous avez les uns et les autres. C'est pour ça que nous avons souhaité réunir les maires, parce que c'est à vous de décider des propositions à faire. Peut-être des idées qui ne sont pas conformes à ce qu'on souhaite faire. Il faut donc rapidement nous le dire. Et ces fiches de procédure vont vous être envoyées très rapidement dans le courant de la semaine prochaine, Thomas. Deuxièmement, le préfet de Gosse réunit régulièrement le G12, c'est-à-dire le groupement des directeurs généraux des services des 12 territoires, à qui il dit exactement les mêmes choses que nous sommes en train d'évoquer là, de telle sorte que vos services techniques, vos directeurs généraux travaillent en amont sur les décisions politiques que les territoires ou les communes pourront prendre, parce qu'il y a aussi le G131, avec les 131 directeurs généraux des 131 villes qui se réunissent. Tu les réunis tous les combien? Tous les mois et demi à peu près. Voilà. Donc on ne peut pas dire que la métropole ne travaille pas en amont pour préparer avec les directeurs généraux des services des villes et aussi des territoires les différentes opérations qu'on souhaite monter avec vous. Donc il y a ça aussi qui est aussi important que les réunions d'élus qu'on peut avoir. Je vais passer la parole à Anne qui va vous parler des différents sujets. Je voulais justement, pour qu'elle puisse confirmer ce que je vais dire, parler de Vélib'. Si je t'embête, t'as qu'à me le dire, toi. Je croyais qu'on était... Bon, tu m'as prévenu, oui, je sais bien, je te taquine. Vélib'. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'affaire de Vélib'. La métropole a pris une décision de hisser le périmètre d'action de Vélib' au niveau du périmètre de la métropole. C'est un risque qu'il y a pour tout le monde. C'est aussi une aventure exceptionnelle pour proposer à des personnes qui sont intéressées ce mode alternatif de transport. Donc on prend et le risque et la charge de ce risque-là. Alors sur le calendrier, c'est pour rassurer celles et ceux qui sont inquiets. J'ai demandé à Anne Hidalgo que nous puissions être associés aux décisions qui sont prises. C'est pour ça que je parle avant elle, pour qu'elle confirme après. J'espère qu'elle va confirmer. Des décisions qui seront prises parce qu'on veut aider, mais on veut savoir. Et on n'aidera que si on sait. Donc, Marie-Pierre de la Gontrie, qui est la présidente, a accepté de changer les modalités qui étaient prévues pour le calendrier. Ça a créé des problèmes, mais ils sont réglés. Donc là, nous avons le 6 mars, le comité syndicat Vélib' qui va accepter l'arrivée de la métropole du Grand Paris, qui va intégrer le syndicat.
Ensuite, le 10 mars, et je serai présent, puis j'espère qu'on sera intégré, à 15h, la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Et le 21 mars, à 15h, la réunion de la commission d'appel d'offres. Donc la métropole sera présente à la commission d'appel d'offres. Nous aurons les dossiers, on va en discuter. On ne sait pas plus que les autres ce qui va se passer. Et à partir de là, nous dirons ce que nous avons à dire pour défendre l'intérêt de nos communes et faire en sorte que le moins-disant soit peut-être le mieux-disant, que le mieux-disant ne soit pas forcément le moins-disant, comme dans tous les appels d'offres, ça se fait dans l'intérêt général. Si cela se passe bien, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal, nous désignerons le prestataire de service et la métropole respectera son engagement. 4 millions d'euros cette année qui seront répartis à autant de stations que vous voudrez créer en dehors de Paris, donc je parle aux maires qui sont ici, à raison de 10 000 euros de subvention par station créée. Et on verra si la station elle coûte 25, 30, 35, plus ou moins, si affinité, je n'en sais rien. Mais ça sera 10 000 euros de la métropole. Et l'année prochaine, on verra si on maintient ou si on fait plus en fonction de l'appétit que vous aurez de mettre en place Vélib. Moi, j'ai une exigence, par exemple, avec le Mont Valérien qui monte autant qu'à Montmartre, qui est des vélos électriques. Ah, ça y est, c'est le maire du sommet du Mont Valérien. Mais Rueil est juste à côté, reconnaissez-le, à 15 mètres. Voilà, donc on a aussi nos exigences, on a aussi nos inquiétudes. Alors, les stations nouvelles, ce sont les stations qui existaient qui deviennent nouvelles. Ce n'est pas le même principe. Ce sont que toutes les stations créées hors de Paris. Voilà. Donc, je passe la parole à Anne et je souhaite qu'elle confirme cela, qu'on soit bien d'accord tous ensemble. Bien sûr, je confirme complètement ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, ce sujet Vélib s'inscrit dans les sujets à dimension métropolitaine et d'intérêt métropolitain. Tu as évoqué tout à l'heure tout le travail accompli sur inventer la métropole. Ça fait partie de ces sujets d'intérêt métropolitain qui, sans la métropole, ne pourraient pas prendre l'essor qu'ils sont en train de prendre. Tu as parlé sur inventer la métropole, je vais venir au Vélib, de l'investissement que ça représente. Si la métropole n'existait pas, il n'y aurait pas cet investissement, parce que cet investissement, il est le fait que les investisseurs sont rassurés par la gouvernance qui est la nôtre et par les propositions de mise en commun dans ces projets d'évolution de la métropole et de son aménagement de territoires sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Donc c'est très très important et vraiment moi je veux saluer le travail de toute l'équipe autour de toi, des vice-présidents et des maires, parce que bien sûr on est tous attachés à l'idée et puis bien sûr de l'administration, mais on est attachés à cette idée que ce sont les maires qui, in fine, doivent décider. Ce principe-là est un principe fondamental qui est le facteur de la confiance aussi entre nous. Alors Vélib, nous avons créé, après qu'il y ait eu des pionniers qui se sont engagés avec Paris dans la première version de Vélib. C'était une version parisienne, puisque à l'époque, on avait attaché le modèle économique au contrat de publicité et donc c'était très parisien, ça ne pouvait pas se partager dans une extension, mais on avait décidé dès la première édition de financer, je vois Vanves, mais il y avait ici les Moulineaux, les Lilas, etc., beaucoup d'autres villes, Boulogne, et Suresnes, de financer des stations dans lesquelles Paris cofinançait cet effort aussi des communes pour accueillir Vélib, et ça a fait le succès de Vélib, le fait qu'on soit tout de suite sur une échelle qui n'était pas simplement Paris intramuros. Ensuite, il y a eu la constitution du syndicat de Vélib qui a regroupé toutes ces communes, et puis l'étape supplémentaire, puisque la métropole est créée, de dire c'est à cette échelle-là que l'on doit aujourd'hui imaginer le futur Vélib, donc bien sûr avec de l'électrique, parce qu'il y a les pentes, mais il y a aussi la distance, et puis il y a tout simplement le confort que procure le vélo électrique. Et bien évidemment, la décision que nous avons prise, c'était de ne plus lier le financement au contrat de publicité et de lancer les choses d'une façon plus ouverte. La compétition a été lancée et aujourd'hui, les offres sont déposées. Il y en a 2.
La décision que nous avons souhaité partager avec vous et avec le syndicat métropolitain, enfin le syndicat de Vélib, a été de dire la commission d'appel d'offres doit réunir l'ensemble des parties prenantes, pas simplement, bien évidemment, la ville de Paris. Nous, on doit être un petit morceau de ceux qui vont siéger au sein de cette commission d'appel d'offres. Et l'arrivée de la métropole dans le financement et dans l'extension de Vélib justifie bien évidemment que la métropole adhère, soit partie prenante du syndicat Vélib et bien sûr participe à la commission d'appel d'offres. Donc pour l'instant, voilà, moi j'en sais pas plus que vous, si ce n'est qu'il y a 2 offres déposées et que ces offres vont être analysées dans le cadre de la commission d'appel d'offres avec les membres de cette commission qui auront à décider. Et elle sera souveraine. Par pratique et expérience, à Paris, quand on a une commission d'appel d'offres, on ne remet pas en question le choix qui a été déterminé par la commission d'appel d'offres. En tant que maire, jamais je ne reviens. Je pense que personne non plus. Voilà. Et donc, c'est la commission d'appel d'offres qui, bien sûr, énoncera. Non, mais je sais bien que c'est la règle et il vaut mieux pas jouer. Voilà. Mais donc, c'est la commission d'appel d'offres qui sera déterminée, qui permettra de déterminer le gagnant en fonction des critères objectifs qui sont ceux qui ont été analysés, enfin qui ont permis l'analyse des 2 offres. Je veux aussi vous dire quelques mots, donc je confirme tout ce que Patrick a dit sur la procédure, les modalités et le fait que voilà, cette commission sera composée de sorte que Paris ne soit pas ni même majoritaire décidant parce qu'elle aurait une majorité ou une minorité de blocage, quoi. Il faut qu'on soit vraiment très largement tous associés à ça. La deuxième chose que je voulais dire aussi sur les sujets, les grands moteurs qui sont les moteurs de cette construction métropolitaine autour des JO notamment. Et tout à l'heure, Patrick a parlé de l'idée d'une ZAC à dimension métropolitaine sur un des sites majeurs qui est le site. Le terrain appartient à la ville de Paris. C'est comme ça, on a des terrains un peu partout. Il était occupé par Engie et donc on a dû avoir une négociation assez sévère mais néanmoins fructueuse avec Engie et avec le GIP qui porte le projet olympique pour pouvoir dégager une partie de ce terrain qui permette à Engie de rester, d'avoir des activités, mais aussi à la ville et à la métropole de pouvoir produire la piscine olympique qui est l'équipement qui manque aujourd'hui pour accueillir les Jeux olympiques. Donc moi je suis très favorable à ce que nous puissions innover et avoir sur cette proposition-là la première ZAC à dimension métropolitaine qui permette notamment la construction de cette piscine olympique. Un dernier mot sur les JO et sur finalement la vision qu'il y a aujourd'hui à l'international de ce que nous sommes. Sur les JO, on continue le boulot, on va chercher les voies les unes après les autres. J'étais à Tokyo cette semaine. J'étais en Russie l'autre semaine d'avant avec Guy Drut, à chaque fois avec des membres du GIP. Bon, les choses avancent bien. Il n'y a plus que 2 villes, vous l'avez vu, puisque Budapest s'est retiré de la compétition. Et donc, il reste Los Angeles et Paris, avec une compétition qui est très ouverte, avec des éléments de géopolitique qui, pour certains, jouent en notre faveur, pour d'autres un peu moins, avec beaucoup de points d'interrogation sur la situation politique française de la part de ceux qui nous regardent et qui auront à décider. En même temps, ce qui aujourd'hui est un élément fort de notre candidature,
c'est bien sûr, mais justement, il y a quand même un point d'interrogation voilà, sur lequel on est interrogé partout à l'international, parce qu'il y a une inquiétude de ce qui est en train de se passer en France sur le plan politique, sur lesquels bien sûr, m'efforce de rassurer sur la capacité de la France à faire émerger un candidat qui devienne un président qui ne soit pas en dehors du jeu des valeurs républicaines. Et voilà, c'est quand même ça le sujet. Et la chance que nous avons d'avoir une élection à 2 tours qui permet quand même d'être dans un exercice de cette nature. Mais c'est une question qui m'est systématiquement posée et qui va peser très fortement dans le choix de la ville qui sera retenue. Mais l'élément très positif, c'est que l'unité qui existe, le travail qui existe à la fois à l'échelle locale, à travers la métropole du Grand Paris et toutes les villes engagées dans cette candidature olympique au niveau régional, au niveau national, cette unité-là, elle est un élément qui sécurise et qui rassure aussi. Donc, plus on avance, et je pense que l'idée d'avoir une ZAC métropolitaine est aussi un élément extrêmement précieux dans un signal très très fort dans le dossier de candidature. En tous les cas, pour vous dire que sur le front de la perception à l'international de Paris et du Grand Paris, c'est très positif, très très positif. J'ai pu hier avant-hier, puisque j'étais à Tokyo avant-hier, faire une réunion avec l'ensemble des tour opérateurs et des professionnels du tourisme japonais. Ça y est, c'est enclenché. Il y a vraiment un niveau de réservation dans les vols, dans les décisions d'achat, de propositions de voyage à Paris et en France qui revient vraiment à un niveau, on est à plus de 56% sur le public japonais, à plus de 80% sur d'autres types de publics. Donc on est vraiment sur le premier trimestre dans quelque chose de positif. Et voilà, moi je parle beaucoup de la dynamique du Grand Paris et de la métropole du Grand Paris. Je parle toujours de inventer la métropole, que ce soit sur toute l'Asie, ils ont vu cette dynamique-là, ça les intéresse, ils sont très très preneurs de venir aussi soutenir des investissements sur un territoire comme le nôtre. Donc vous dire qu'au-delà de ce que nous faisons entre nous de très concret et à l'échelle de nos territoires et de nos villes, il y a quand même une perception qui est très positive dans un contexte national qui est perçu avec beaucoup plus d'inquiétude de la part de nos interlocuteurs à l'international. Merci Anne, merci pour ces précisions. J'ajoute dans les 2 manifestations, William Delannoy, je ne sais pas s'il est là. William, voilà, qui me remplace pour le problème des circulations douces et pour Vélib. Et puis Laurent Rivoire, qui est juste à côté, alors, qui lui me remplace pour les Jeux Olympiques, parce que je ne peux pas être partout. Et donc, heureusement que vous investissez, heureusement que vous m'aidez à participer. Et au passage, d'autres aussi sont désignés pour d'autres instances. Et je souhaiterais que vous soyez plus nombreux à vous manifester pour nous aider à être partout, parce que la métropole, effectivement, doit être présente partout et ça devient compliqué. Monsieur le Président Juvin. Madame le maire, Philippe Juvin, je suis maire de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Concernant Vélib, puisque le sujet a été abordé, en fait, un des éléments qui a gêné un certain nombre de maires, autant se le dire ici, c'est que nous avons reçu à la fin de l'année dernière un courrier nous proposant donc de nous associer à cette très belle initiative. Et je crois que nous sommes très nombreux à être très favorables sur le principe. Mais il y a eu une certaine émotion parmi les maires quand nous avons reçu ce courrier, parce que le courrier a été vécu d'une façon qui consistait à ce que la réponse ne puisse être que oui ou non, alors même que nous étions assez démunis sur les questions techniques et surtout financières. Et donc, l'émotion a été assez vive parce que nous voulions en faire partie et en même temps, nous nous disions, mais où allons-nous? Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, moi, par exemple, il y a 2 questions qui reviennent sans cesse et qui, je pense, sont absolument fondamentales. C'est la question du déficit passé, bien sûr. Est-ce qu'il va être repris par la future organisation? J'ai cru comprendre que non.
Et est-ce que, repartant sur des basses scènes tous ensemble, en plus avec la métropole, on peut imaginer que ce déficit passé, si déficit passé il y a, on puisse être certain qu'il ne soit pas repris. Et par exemple, une seconde question, est-ce qu'au fond, philosophiquement, nous allons plus vers une prise en charge du service par le contribuable ou l'usager? C'est évidemment une question que nous posons en permanence quand nous créons des services publics ou parapublics. Et je ne cacherai pas que nous sommes un certain nombre à penser que l'usager doit évidemment avoir une part beaucoup plus prépondérante que le contribuable, chacun paie le service qu'il utilise. Et puis il y a la question, mais il y en a mille des questions, il y a la question des Vélib qui disparaissent ou qui sont détruits. J'ai vu les chiffres qui sont absolument ahurissants, qu'un pourcentage de l'ordre de 80, voire même, selon qu'on lise différemment le papier, 100% des Vélib qui chaque année sont détruits, doivent être réparés, etc., etc. Donc un chiffre considérable. Et il semble, d'après les chiffres qui sont donnés par Decaux, que la casse se fasse préférentiellement dans un petit nombre de communes assez identifiées. Et donc une des questions que nous sommes plusieurs à nous poser, c'est de savoir si il serait encore, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, envisageable qu'il y ait un système de bonus-malus. Les communes où il y a beaucoup de casses, eh bien, ayant un malus, et les communes où il y a moins de casses, un bonus à cette participation. Bref, beaucoup de questions que vous considérez, beaucoup de questions dont vous imaginez qu'elles sont légitimes, puisque nous ne souhaitons pas, nous souhaitons nous avancer prudemment. Il y a une réunion que j'organise effectivement pour les maires des Hauts-de-Seine. Oui. La lettre à laquelle vous faites référence, c'est une lettre qui est intervenue très très tôt, très en amont dans le dispositif, bien avant d'ailleurs que la métropole elle-même ne soit sollicitée, intéressée. Donc elle n'était pas très à droite, j'en conviens, mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde a dépassé ce courrier-là et ne dis pas de bêtises. Tout le monde a dépassé ce courrier-là et on s'est engagé dans une démarche qui est bien évidemment de prendre en considération les questionnements et notamment sur le modèle économique. Et donc c'est dans le cahier des charges que tous les éléments relatifs à la casse des Vélib, à leur remplacement, l'électrique, etc. est intégré. Donc on peut rentrer, je pense, et puis vous le verrez pour ceux qui siégeront à la commission d'appel d'offres. De toute façon, vous aurez toutes les données en main pour pouvoir vous déterminer et puis décider du modèle, pas simplement du type de vélo et des bornes proposées et de leur design, mais aussi du modèle économique et de la façon dont il s'équilibre. Typiquement, le Vélib doit s'équilibrer par une participation, pour l'essentiel, c'est vrai, de l'usager. Et donc d'ailleurs, ça c'est intégré. Il y a dans les offres qui sont proposées, on est un peu moins généreux par rapport notamment au temps gratuit, à la demi-heure ou le quart d'heure gratuit pour les usagers. On a revu un certain nombre d'éléments relatifs notamment à la contribution des usagers, mais c'est un service qui peut nécessiter bien évidemment aussi un subventionnement public. C'est d'ailleurs notamment sur l'équipement. C'est d'ailleurs de cette façon-là que la métropole interviendra. Mais on a tous le souci d'un dispositif dans lequel on ne soit pas obligé de demander aux collectivités de venir renflouer. Il n'y a pas de déficit dans le dispositif Vélib, donc il n'y a pas de déficit à reprendre ou à ne pas reprendre. Il n'y a pas de déficit. Oui, mais il y a... Ça, on ne sait pas. Voilà. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, mais en tous les cas, il n'y a pas de déficit à prendre en charge par les collectivités. Voilà. Voilà. Pour répondre à Philippe. Il a recandidaté et par ailleurs, le fait qu'il ait gagné à l'époque ce marché a été, en termes de notoriété internationale, de campagne à l'international, un élément qui, en soi, permettait déjà, voilà, valait bien
le déficit qu'il semblerait avoir. Voilà. Mais là-dessus, on n'a pas totalement les éléments pour savoir si, oui, ça lui a coûté ou, au contraire, si ça a été profitable. Je dirais que ça a plutôt été profitable. Donc Philippe, tu as ta réponse et tu as aussi les dates de mise en place de la CAO. Tu pourras les communiquer à nos amis lors de ta réunion. Et je crois que je pourrais venir à cette réunion, je crois, si tu m'acceptes. Parce que tu m'as invité. Merci. Bien, maintenant, je vais passer la parole à Jacques J.P. Martin pour qu'il nous parle de la... Oui, mais on va partir les uns les autres, mais Oui. L'intérêt métropolitain et la méthode de travail avant de conclure la réunion. Oui, c'est moins sexy que Vélib, mais je vais vous parler de l'intérêt métropolitain et du projet métropolitain. Nous avons d'abord, dans un premier temps, réuni par 2 fois la commission du projet métropolitain, au cours de laquelle nous avons essayé non pas de faire une analyse exhaustive de la situation de la métropole, mais bien de présenter les grandes données, les grandes orientations et surtout aussi la situation actuelle dans un certain nombre de domaines stratégiques de la métropole du Grand Paris. Donc la base, nous l'avons, le fond des discussions futures, nous l'avons, et nous avons décidé, avec l'accord d'ailleurs de l'ensemble des maires qui étaient présents lors de la création du forum, à la suite du passage de Paris Métropole de son statut de syndicat au statut de forum, nous avons décidé de capitaliser sur aussi les travaux qui ont été réalisés depuis des années, à la fois au sein de Paris Métropole pour la vision stratégique du Grand Paris, et puis les travaux qui ont eu lieu lors de la phase de préfiguration. Donc nous ne partons pas de rien, nous partons d'éléments très intéressants. À partir de là, il nous a été, il a été naturel de la part de la plupart des personnes qui participaient aux premières réunions, et je dirais dans la ligne de ce qu'a dit le président tout à l'heure, c'est qu'il est évident qu'en commandant une étude à une structure extérieure, on pourrait tout à fait dire voilà ce qu'est l'intérêt métropolitain, et on gagnerait beaucoup de temps. Mais le problème, la question, ça n'était pas de gagner du temps, c'était de partir de l'ensemble des communes, de l'ensemble des acteurs de la métropole, pour essayer de construire justement ce projet métropolitain. Et par conséquent, l'objectif, pour faire en sorte qu'un maximum d'entre nous participent à la démarche, il a été décidé que, à la suite, bien sûr, des analyses qui ont été faites avec l'aide de l'IAU, de l'APUR, etc., il a été décidé de découper en 4 sujets le projet métropolitain, chacun de ces sujets devenant un groupe projet, et ce groupe projet étant ouvert non pas uniquement à ceux et à celles qui ont candidaté pour travailler dans la commission du projet métropolitain, mais à toutes les commissions. C'est-à-dire que nous prenons en transversal l'ensemble des commissions. L'ensemble des vice-présidents de ces commissions sont les bienvenus dans les travaux que nous avons commencés. Et tout cela pour faire en sorte que nous prenions en transversal, bien sûr, nos travaux. Je pense par exemple à une chose, il y a la commission du SCOT. Il est évident qu'avoir quelqu'un de cette commission, c'est important. Celle sur l'aménagement, etc., etc. Le plan numérique, etc. Donc les 4 groupes sont composés par la venue, par l'inscription d'un certain nombre de nos collègues qui font partie des autres commissions. Et ce matin, nous avons eu la première réunion de travail. Nous avons commencé par, il n'y a pas d'ordre de préférence, mais nous avons commencé ce matin, nous y avons passé 2 bonnes heures sur le premier thème qui était accueillante et solidaire, hein, la métropole accueillante et solidaire. Nous avons la métropole résiliente, nous avons comme autre sujet la métropole attractive et la métropole
des mobilités. Ces 4 sujets-là, dès demain matin, d'ailleurs, nous allons travailler sur la métropole, je crois, attractive, je pense. Donc, vous voyez, ce matin, demain matin, nous marchons assez vite pour pouvoir tenir des délais qui ont été suggérés par Patrick Ollier, en ayant comme objectif, bien sûr, de faire sortir l'intérêt métropolitain assez rapidement, y compris d'ailleurs sur deux thèmes qui sont ceux de 2017, c'est-à-dire l'aménagement et puis l'économie. Ce sont 2 thèmes sur lesquels il faut aussi qu'on réponde à nos collègues le plus rapidement possible. Donc le travail est parti. Je vous conseille, bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister, de faire en sorte que les conseillers métropolitains de vos villes puissent y assister, sachant que la facilité pour nous, parce que nous avons tous des agendas particulièrement remplis, serait d'envoyer des collaborateurs. C'est sympathique, mais ça ne fait pas un travail entre élus. Et par conséquent, même si j'ai souhaité qu'on accueille les collaborateurs, il n'empêche que c'est vous qui devez prendre la parole dans ces commissions. Donc voilà, je ne peux pas faire plus court. J'ai essayé d'être rapide, sachant que nous avons besoin vraiment de réponses sur ce sujet, sur l'intérêt métropolitain, pas trop tard, pour permettre à la métropole d'avancer, parce que vous avez vu qu'avec les plans dont on a parlé tout à l'heure, on a besoin quand même de définir l'intérêt métropolitain dans un certain nombre de domaines. Parce qu'après que l'intérêt métropolitain a été décidé, nous pouvons voir avec qui nous partageons l'intérêt métropolitain. Est-ce que c'est avec les villes? Est-ce que c'est avec les territoires? Et ça, ce sera une décision à prendre collectivement, de façon collégiale, pour avancer sur ce projet. Voilà, Monsieur le Président. Je ne peux pas faire plus vite. Merci. On va conclure la réunion, bien entendu. Mais je voudrais insister sur ce que j'ai dit au début, sur ce qu'il vient de dire maintenant, car il faut que vous preniez, vous les maires, le destin de la métropole en main. Et si je fais ces réunions de maires, d'assemblée de maires, c'est pour avoir vos orientations. Donc, je ne peux pas vous les demander aujourd'hui, je comprends bien, mais à partir de cette réunion d'aujourd'hui et à partir des notes de procédure qu'on va vous envoyer, faites travailler vos conseils municipaux sur ces principes et faites-nous retour. Vous êtes libre de ne pas le faire. Mais si vous ne le faites pas, il ne faudra pas nous dire après qu'on n'a pas tenu compte des propositions qui nous sont faites. Car cette intercommunalité doit vivre par la valeur ajoutée que les maires y apportent, et non pas par les décisions que le bureau prend et qu'on vous demande de voter. Je voudrais qu'on inverse un peu le processus. Alors, une bonne nouvelle, puisqu'il y a des présidents de territoire qui sont là, car à la demande des présidents de territoire, il y a eu une réunion sur le plan financier qui s'est bien passée, mais quand même, ils nous ont demandé de revenir sur une décision qui avait été prise pour absorber les 24 millions de DCPS que nous allons donc leur restituer. Et ces présidents de territoire, là, maintenant, viennent de gagner 24 millions d'euros. M. Kosowski, M. Berger, je vous félicite. Voilà, on gagne à tous les coups. Ce qui fait que notre fonds d'investissement métropolitain, non, je dis ça en rigolant, mais je le dis à peine, parce que c'est vrai qu'on aide les territoires, mais la métropole est une intercommunalité, c'est l'affaire des maires, même s'il y a les territoires au milieu. Et que cet argent que l'on va donner aux territoires, qu'on accepte parce que c'est la légalité, la décision, et puis leur plaidoyer était très, très recevable, c'est autant qu'on n'aura pas dans le fonds d'investissement. Donc c'est 24 millions de moins en 2017 de subventions pour les communes. Je terminerai mon propos avec la pyramide que je vous ai envoyée. C'est la conclusion de la réunion. Cette pyramide, je vous demande d'y réfléchir parce que ça fait marrer tout le monde quand je montre ce dessin, mais c'est la réponse à celles et ceux qui voient la métropole autrement et qui s'imaginent que la métropole peut être autre chose qu'une intercommunalité. C'est là-dessus que je veux revenir en conclusion. Car si j'insiste sur le travail que les maires doivent faire pour s'approprier la métropole, c'est parce que nous ne sommes là que parce que nous sommes des maires élus au suffrage universel pour gérer la zone dense et pas autre chose. Ça n'a aucun rapport ni avec les départements, ni avec la région. C'est l'affaire des maires qui gèrent la zone dense. On vous les a envoyés, cette pyramide. Et si vous voulez, je peux vous en donner, j'ai quelques exemplaires là. C'est mieux que les photos. Cette pyramide, elle dit quoi? Elle dit qu'en 310 après Jésus-Christ, je sais que je vais commencer à vous embêter,
Lutèce a commencé à s'appeler Paris, elle faisait à peu près 40 hectares. Et vous remarquez qu'au fur et à mesure que la zone... C'était la zone dense à l'époque, hein, il y a 10 000 ans. Il y a 2000 ans, pardon. Et au fur et à mesure que la zone dense a grossi, elle a continué à s'appeler Paris. Et c'était la gestion de la ville de Paris. Et c'était jusqu'à 1841, au moment où il y a les fortifications de Thiers, ils ont absorbé là Passy, Auteuil, Chaillot, etc., un paquet de communes. Il y avait des patrons dans le pays qui décidaient c'est comme ça, la démocratie ne fonctionnait pas, et ça s'appelait toujours Paris. Ils ont absorbé ces communes, ça s'est appelé Paris. Et ça commence à faire 7000 hectares. Puis on arrive au boulevard, au boulevard périphérique, 10 000 hectares, ça s'appelle toujours Paris. Et il y a un maire de Paris. Et nous, on existe les maires de la première couronne. Et là, Paris ne grandit plus, parce que nous, on refuse de nous dissoudre, de devenir des quartiers de Paris. Souvenez-vous des débats qu'il y a eu il y a une vingtaine, trentaine d'années. Mais la zone dense, elle continue à grossir. Elle continue. Et c'est la zone grise tout autour. Et aujourd'hui, elle fait 90 000 hectares. Elle passe de 9 hectares de Lutèce, à 90 000 hectares en 2000 ans. Mais c'est la ville de Paris. Et peut-être que dans 30 ou 40 ans, cette zone dense qui aura encore grossi s'appellera Grand Paris et qu'il y aura un maire du Grand Paris. Peut-être, ça ne sera pas Anne, parce que je serai peut-être élu d'ici là, je ne sais pas, on verra. Maire de Paris, pourquoi pas. Je sens que vous êtes prêts à voter pour moi, ça me fait plaisir. Tous pas. Je plaisante. Mais je suis trop vieux de toute manière. T'as pas de souci. Et ça veut dire que la zone dense, il faut bien que quelqu'un la gère, la zone dense. Alors on me fait rigoler en disant les transferts à la région, les transferts au département, on supprime la métropole, on discute directement avec les territoires. Mais la zone dense, qui la gère globalement, la zone dense? Qui? Si ce n'est pas le conseil des maires de la métropole que vous êtes. Et cette zone dense, elle est donc gérée, dans le cas de l'intercommunalité, par les 131 maires que nous sommes. Voilà, je conclue là-dessus parce que c'est important pour moi qu'on partage cette analyse et qu'on soit plus forts ensemble pour faire vivre la métropole, pour la faire grossir, pour prendre des responsabilités et surtout pour nous indiquer, vous les maires, le chemin que nous, on doit suivre pour vous amener là où vous voulez qu'on aille tous ensemble. Merci d'avoir été assez patient pour rester jusqu'à presque 20 heures. Bonne soirée. Alors, je ne demande pas à être applaudi. Hein. Après, on va dire que c'est un spectacle. Qui c'est qui a pris une photo là? Je suis prêt à donner ma pyramide à la personne qui a pris une photo. Voilà. J'en ai encore une autre, s'il y en a qui la veulent. En couleur.